Je m'appelle Jaël, j'ai 3 ans et demi et aujourd'hui je vais vous raconter comment, après une opération au cerveau, j'ai perdu 41 années de ma vie, comment j'ai perdu toute ma mémoire. Avant l'opération, j'étais âgée d'un peu plus de 41 ans. Je travaillais dans la communication, j'étais chargée de communication, responsable de communication, dans une boîte depuis à peu près 5 ans, dans une banque d'État. J'étais en couple parce que j'avais divorcé peu de temps avant et je suis toujours maman d'un garçon qui avait 22 ans à l'époque. Pour parler de la gel d'avant, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, j'en sais que des choses qu'on m'a rapportées, que des brides d'histoire. En plus, chacun y a été de sa petite histoire me concernant. Donc, c'est quand même compliqué de se faire une idée. Mais de ce qui ressort, en fait, en général, c'est que j'étais plutôt, ou elle était plutôt quelqu'un d'assez dynamique, avec des idées bien arrêtées de ce qu'elle voulait dans la vie. On me décrit souvent comme une Parisienne un peu, alors le stéréotype de la Parisienne, donc je ne sais pas si c'est très parlant, mais en tout cas, j'étais quelqu'un qui avait une vie plutôt confortable, bourgeoise, parisienne, et qui avait voilà, des idées très arrêtées sur les choses et sur les gens qui l'entouraient. Et puis j'avais aussi, de ce qu'on me dit, une forte capacité à, on va dire, à prendre sur moi et à donner le change. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même, a priori, plutôt resté. En fait, moi, au niveau de ma santé, j'ai toujours été, depuis pas mal d'années, et de ce qu'on m'a rapporté, des problèmes de santé. J'ai eu plusieurs cancers, dont un cancer de la thyroïde que j'ai eu 3 mois avant l'anévrisme, qui a été opéré. Donc j'ai eu une hémithyroïdectomie partielle, donc on m'a enlevé la moitié de la thyroïde. Et puis, dans le cadre de contrôle que je faisais, d'IRM de contrôle que je faisais pour surveiller une forme de sclérose en plaques que j'ai, une maladie neurodégénérescente, je faisais voilà, des IRM de contrôle et de façon fortuite, lors d'une IRM, on a découvert que j'avais un anévrisme cérébral. Cet anévrisme, en fait, quand il a été découvert, j'ai pris plusieurs avis médicaux pour savoir s'il était opérable ou non. Et en fait, par rapport à son positionnement et à sa taille, il était recommandé d'être plutôt opéré, puisque je vivais avec une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et j'ai pris en tout cas la décision moi, de me faire opérer pour justement éviter la rupture d'anévrisme et vivre avec cette pression-là. Pour cette opération, on m'avait quand même informé qu'il y avait des risques importants. J'avais d'ailleurs signé une décharge qui était a priori assez longue, qui mettait effectivement en garde contre toute éventualité. La principale était plutôt des risques de paralysie dû effectivement à l'emplacement où était l'anévrisme, aussi des problèmes sur la vision, de perdre éventuellement la vue. Donc il y avait toute une liste de choses qui pouvaient être, de conséquences qui pouvaient être graves, mais en tout cas, toutes n'avaient pas été évoquées. Donc moi, je me réveille à l'hôpital après l'opération. De ce que je sais maintenant, c'est qu'il est la nuit, très tard. Et quand je me réveille en salle de réanimation, je suis très confuse, très perdue. Ce qui au départ n'alerte pas le personnel médical outre mesure, puisque après une opération du cerveau, qui est quand même une opération, même si elle est maîtrisée, réalisée très quotidiennement, c'est une opération qui est importante, qui est lourde, avec une anesthésie très conséquente. Donc l'état de confusion en salle de réveil ou en réanimation est assez normal. Sauf que moi, je me rappelle avoir vu, de la lumière, ce qui sera un néon sous les yeux, quand je suis couchée et que je le vois au-dessus de mon lit. C'est la première chose que je vois. Et puis la première chose que j'entends, ce sont des bruits. En fait, alors des bruits que je saurais par d'être de machines, mais que sur le moment, je n'identifie absolument pas ce que c'est. Et donc j'émerge un peu dans quelque chose qui est très flou, très cotonneux, mais pourtant j'ai vraiment très marqué en fait cette impression de mon premier réveil au monde quelque part. Et on me demande de me rendormir. En fait, très vite, on voit que je suis un peu agitée. On me demande de me rendormir. Une personne passe une main sur mon épaule et me dit voilà, de me rendormir et je me rendors. Et je ne sais pas combien de temps, a priori c'est un certain nombre d'heures. Et je me réveille donc une deuxième fois, là plus consciente et toujours confuse. Et tout de suite j'ai un sentiment d'angoisse que je ne saurais pas du tout définir au départ, mais qui s'empare de moi, qui me serre un peu le cœur. Et là, moi j'essaie de commencer un peu à parler, à vouloir échanger. Et je demande où je suis. On me dit que je suis à l'hôpital, de ne pas m'inquiéter, que je suis en salle de réanimation, que j'ai été opérée. Et en fait, je comprends un mot sur deux de ce qu'on me dit. Et en fait, quand je dis je comprends, c'est qu'il y a un mot sur deux que je comprends, genre le sens du mot,
mais je ne sais pas le rattacher à quelque chose. En fait, donc c'est comme si la phrase avait pas de sens. Aujourd'hui, j'arrive un peu pour essayer d'expliquer. C'est comme quand, par exemple, on connaît une langue étrangère, on entend quelques mots, je ne sais pas, d'arabe, ou on a maîtrisé quelques mots de japonais, mais toute une phrase, on ne saura pas la comprendre. On va prendre des mots par-ci, par-là. Ben, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est que je comprenais quelques mots, mais je ne savais pas ce que ça veut dire. Quand elle me dit vous êtes à l'hôpital, je comprends que je suis quelque part, mais je ne sais pas hôpital ce que ça veut dire et ni ce que ça peut représenter. Donc moi, je commence à m'agiter. De ce que je sais, j'ai les larmes qui commencent à couler de façon automatique, enfin automatique sans m'en rendre compte en tout cas. Et la personne, donc, qui est une femme, commence un peu à s'interpeller. Ça se bouge autour de moi. On voit vraiment que je suis confuse. On me demande du coup mon nom. On me demande mon âge. On me demande la date de naissance. On me demande quel jour on est, comment je m'appelle. Je sais répondre à aucune de ces questions. Et en fait, moi, je dis, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Et c'est pas que je ne sais pas répondre parce que je comprends la question, mais je ne sais pas la réponse. C'est que je ne comprends pas ce qu'on me dit. Et du coup, très vite, enfin très vite, ce qui me paraît être vite en tout cas, on me fait passer un scanner en urgence dans la nuit pour voir si je n'ai pas une hémorragie post-opératoire qui expliquerait une compression du cerveau et mon état de confusion. Donc j'ai le souvenir qu'on m'emmène un peu à toute vitesse sur un lit dans les couloirs sombres, enfin où il y a, enfin pas dire endormi, mais l'hôpital dort à ce moment-là. On m'emmène passer un scanner, il fait très très froid dans cette salle-là, on me met dans une espèce de tube. Et moi j'angoisse parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on va me, je sais pas, qu'on va me tuer, enfin je sais pas comment définir puisque je ne saurais pas expliquer ce que je vois. Mais en tout cas tout ça est tellement inconnu, je sens une sorte de fébrilité qui moi m'inquiète. Donc je passe quand même ce premier scanner qui est rassurant pour le corps médical en tout cas, pas pour moi, parce qu'il n'y a pas de lésion post-opératoire à ce moment-là. Donc ça écarte le problème d'une hémorragie immédiate. Donc on se dit, bon vous inquiétez pas, ça va se passer, on va vous donner de quoi vous sédater pour vous rendormir à nouveau et ça ira mieux. Donc c'est ce qui se passe, on me rendort jusqu'à, je suppose, le lendemain matin. Moi, je ne sais plus, je crois que j'ai été opérée un jeudi ou un vendredi, donc on est proche du week-end. Ça, je sais que ça a l'importance, en tout cas de ce qu'ils diront pour s'excuser, n'a pas pris les choses en tout cas à la mesure. On considère le lendemain que je commence à aller mieux. Il faut faire de la place en salle de réanimation, que sur le plan physiologique, en tout cas au niveau de l'opération anévrismale, pour le moment les choses suivent leur cours. Donc on me fait remonter en étage, en neurochirurgie, en hospitalisation. Et là commence en fait vraiment on va dire le parcours dans la vallée de l'ombre parce qu'au service, j'arrive à un moment a priori, mais ça je le sais par la suite, de relais du personnel qui n'est pas informé de mon état de confusion. Parce que pour eux, à ce moment-là, c'est que de la confusion. On ne pose pas encore le mot amnésie à ce stade-là du tout. Et on se dit, bon, elle est déphasée, c'est l'anesthésie qui a été très lourde parce qu'il fallait vraiment que vous ne bougiez pas un cil. Donc on a un peu chargé certains organismes plus ou moins fragiles, réagissent différemment. Donc c'est la première excuse, en tout cas, ou explication qui est apportée. Donc quand je remonte, moi je ne sais pas du tout où je vais. On me met dans une chambre, je ne sais absolument pas ce que c'est une chambre. On me demande, est-ce que vous savez où sont vos affaires ? Je ne me rappelle absolument pas d'être venue avec des affaires et ce que le mot affaire veut dire. Donc je dis non, un peu à tout. Donc la personne n'a pas forcément beaucoup de temps. Me balance, revient dans la chambre, me donne un sac en disant ça c'est à vous, c'était étiqueté avec votre nom. Me donne un petit sac noir et puis elle me dit on repassera vous voir. Et là je me retrouve seule, livrée à moi-même et ça fait peut-être en 1 heure de temps entre le moment où peut-être ça s'est peut-être un peu moins, mais où j'ai quitté la salle de réanimation, où je suis restée un peu plus de 24 heures et où je remonte en chambre, je suis restée 24-48 heures. Moi, je retrouve dans un environnement qui est complètement inconnu, je suis seule, je n'ai rien dans la tête et c'est ça, moi, qui va commencer à me dire très vite qu'il se passe quelque chose. Et je crois qu'on a quand même l'instinct, même si je n'avais pas de mémoire, qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, que ce n'est pas juste passager, parce que ce n'est pas juste, je ne me rappelle pas, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, c'est que je n'ai rien dans la tête. En fait, quand je ferme les yeux ou même quand je ne les ferme pas, je n'ai rien. C'est très difficile à expliquer le rien quand on ne l'a pas pratiqué vraiment. Et je sais que j'arriverai peut-être jamais à l'expliquer
complètement. Je prends souvent l'exemple d'une pièce vide ou d'une pièce grise, tous les murs seraient pareils et il n'y a vraiment rien et que vous au milieu, en fait, rien où je porte mon regard n'évoque quelque chose. Et quand je pense, entre guillemets, à l'intérieur de moi, eh ben, c'est le vide. Je sais même pas, à part ce qui s'est passé depuis à peine 24 heures, je n'ai aucun élément dans ma tête, aucune connaissance de rien. Et ça, c'est très, très angoissant, parce que je crois que l'être humain n'est pas fait pour vivre ce genre de situation, et qu'on ne sait pas comment réagir. Et souvent, d'ailleurs, c'est des choses qui peuvent se rapprocher d'une forme de folie, en fait, quand je me suis un peu documentée sur le fonctionnement du cerveau. C'est vrai qu'être enfermé dans une pièce vide, c'est aussi c'est un moyen aussi de rétention. Donc, je suis enfermée à l'intérieur de moi-même dans une pièce vide où je n'ai pas d'accès, je n'ai pas de clé. Et ça, c'est très dur parce que je me sens dans une solitude qui d'ailleurs ne va pas forcément me quitter, mais qui aujourd'hui est moins forte, mais dans une solitude qui est comme un abîme dans lequel je tombe et rien ne s'arrête en fait. La rencontre avec mes proches, elle a été de toutes les façons et en même temps angoissante et en même temps un peu excitante. Parce que, alors elle a été plus angoissante qu'excitante, mais parce que ça m'apportait aussi de la nouveauté dans mes journées qui étaient extrêmement monotones, parce que hors dehors des moments où j'avais de la visite, je ne fais rien, je n'y ai rien, je ne sais rien faire. Donc je reste des heures et des heures couchée dans le lit à regarder ce que je saurais penser d'être le métro, puisque c'est ce que je vois de ma chambre, le métro aérien. Donc c'est la seule chose que je vois, bon, je sais que c'est la ligne 6 par la suite, mais qui défile. Donc c'est la seule chose que je fais pendant des heures. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe le pas de cette porte de ma chambre, ça crée une animation, ça éveille quelque chose. Maintenant, très vite, c'est de l'angoisse parce que je ne sais pas forcément parler, je ne sais pas forcément ce qu'on attend de moi, je ne sais pas qui sont les gens. Ça peut être autant du personnel médical que des gens qui me sont proches. Donc il y a quand même beaucoup d'angoisse. La première personne que je rencontre, c'est mon compagnon qui est prévenu très maladroitement, mais qui en tout cas lui vient à l'hôpital dès qu'il sait que je suis sortie de réanimation. Qui va faire le premier contact avec ma famille, qui va faire le lien, parce que moi je ne sais pas qui de la famille, qui m'explique que j'ai un enfant. Je ne vois pas ce que c'est, qui me dit qu'il y a des amis qui veulent venir me voir. Je ne sais pas, mais je comprends que c'est de la même façon que les gens interviennent. C'est des gens qui sont censés, en tout cas a priori, me connaître. Donc ça commence comme ça. Et pendant les 4-5 jours que je vais rester à l'hôpital, va défiler ma mère, une de mes sœurs, mon fils, des amis, des cousins, des cousines. Et chacun, en fait, en espérant qu'il soit le déclic tant attendu mais moi, elle va s'en rappeler. Et du coup, il y a une attente de part et d'autre qui, maintenant, j'arrive à mettre des mots dessus, mais sur le moment, je ne saurais pas le dire, qui fait qu'en fait, on est tous déçus et qui fait que le moment est pas agréable. On essaie de donner le champ, j'ai l'impression. Moi, je suis apeurée, je dis rien, je suis vraiment comme un enfant, donc on me dit assis-toi là, oui, il faut que tu te lèves, ok, il faut faire quelques pas, viens marcher, ok, enfin tout ce qu'on me dit c'est oui. Mais tous les gens que je croise ne m'évoquent rien, et ne m'évoquent rien à double titre, c'est-à-dire au plan du souvenir, mais aussi au plan des sentiments. Et je vois personne et une fois que je les ai vus, une fois qu'ils m'ont parlé, bah moi j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se barrent, quoi, parce qu'en fait j'ai rien à leur dire et que je sens que je les déçois. Je vois des larmes dans leurs yeux, je vois de la tristesse et je comprends que c'est entre guillemets ma faute, en tout cas c'est comme ça que c'est à cause de moi cette tristesse-là. Mais quand on voit des étrangers au bout d'un moment, moi leur peine sur l'instant je m'en fous. Moi je suis dans une réalité qui est indescriptible et j'ai juste pas envie de continuer à vivre ça et de voir en plus expliquer, répondre à des questions dont je n'ai pas les réponses. Donc c'est des moments qui sont très pénibles. Alors c'est vrai que quand ils sont venus, il y a eu deux phases. Il y a eu la première phase où c'était effectivement déjà contente de savoir que j'étais quand même en vie. Il y avait aussi la phase un peu comment dire, c'est pas de sidération, mais de oui, d'incrédulité. En fait, de ce que j'ai compris après, c'est que c'est tellement rare, c'est tellement extraordinaire comme situation, dans le sens pas ordinaire, hein, dans ce sens-là, qu'il y avait un côté
on n'y croit pas vraiment, enfin on y croit parce qu'ils savaient bien que bon, mon compagnon n'aurait pas menti, mais il y a un côté tellement un peu incroyable. Donc ils arrivent et ils constatent, et ça tout le monde me l'a dit, ceux qui disaient, bon, bah, ça peut pas être, c'est pas possible. Et quand ils arrivent et qu'ils me voient, on m'a dit dans le regard, ils ont tous vu que il y avait quelque chose qui avait changé. Je ne les reconnais pas. Et ne pas être reconnu par quelqu'un que vous connaissez très bien ou que vous avez vu 2, 3 jours ou une semaine avant, c'est une chose que, pour le coup que je ne sais pas, mais qui est très particulière. Donc en fait, je sens que eux, quand ils cherchent dans mon regard à connecter et aussi quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'y regarde comme j'y regarde pour moi normalement. Eux, ils appellent ça un regard vide. Et donc, ils sentent qu'effectivement, il n'y a plus le lien. Donc, après, en effet, ils essayent d'essayer de le recréer en disant, bah écoute, voilà, bah, moi je suis ta mère, voilà, t'es ma dernière, enfin je suis la dernière fille de ma mère, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Enfin, vraiment, je m'en contrefous complet. Et puis, enfin, c'est un flot d'informations, mais qui n'arrive pas jusqu'à moi. En fait, parce que moi, je vais regarder les gens, je veux dire, un mot sur deux à l'époque, je ne le comprends pas vraiment aussi. Donc, je comprends qu'elle dit que je suis ma mère, mais une mère, je n'ai pas compris. Donc, ah ben, tu sais, c'est moi qui t'ai faite. Ah ben, tu sais, quand je... Je me dis, elle m'a faite, elle m'a... Et en fait, moi, j'ai un dialogue intérieur. Tout le temps, les gens sont là, donc je les écoute à peine. Et je me dis, non, n'importe quoi. Ouais, d'accord, ok, ouais, bien sûr. Je suis un peu dans ma tête, un peu en mode, ok. Et donc, j'ai un sourire de façade, mais je n'y comprends rien. Et c'est vrai qu'ils essayent en tout cas de dire, et quand ils se rendent compte que je ne les remets pas, hein, ah tu ne me remets pas, ou que je ne me souviens pas d'eux, et ben à ce moment-là, c'est vrai que eux-mêmes, ça tourne un peu court, parce que je ne rebondis pas, parce que ça tombe un peu à plat, que le malaise s'installe, que leurs peines, eux, commencent aussi à apparaître. Et donc, ces moments-là sont quand même pas agréables pour plein de gens. Mais pas agréable pour eux comme moi. Mais par la suite, effectivement, il y aura déjà des maladresses qui sont commises, mais ça c'est normal parce que ils ne savent pas comment faire, c'est une situation qui est inédite. Et par la suite, ça sera beaucoup de choses qui vont être comme ça, et à vouloir à tout prix recréer des souvenirs, que je me souvienne. Et je dis, mais à quel moment vous ne comprenez pas que je ne me rappelle pas? En fait, je ne sais pas qui vous êtes. Et ça, c'est très dur pour eux parce que je les vous vois. Mais il y a un moment comme une sorte d'incompréhension qui s'installe entre eux et moi, parce que je ne comprends pas pourquoi ces gens insistent. Je leur dis que je ne sais pas qui ils sont, et eux veulent à tout prix me démontrer qui ils sont. Et en fait, ça crée un malaise, une tension qui va jamais complètement se dissiper. Pour mon fils, ça reste très compliqué parce que quand il vient à l'hôpital, effectivement, je ne le connais pas. Je ne le reconnais pas. On m'avait expliqué un peu avant, on me dit, vous avez votre fils. Alors je dis, mais c'est quoi un fils? C'est un enfant. Et on m'explique que voilà, que c'est un truc qui sort de vous. Donc déjà, le concept d'avoir un autre personne, un autre être humain qui sort de vous, moi, je ne comprends pas. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de ce que c'est faire un bébé, que ça grandit. Donc moi, je pense qu'on est tous comme les gens que je vois autour de nous, donc tous avec grands adultes, quoi, un peu plus ou moins grands, je ne suis pas très grande, mais... Et donc... je ne vois pas le concept. En fait, ça me perturbe la nuit, quand on me dit ça le lendemain, de me dire, il y a quelqu'un il sort de moi. Et quand je le vois adulte, parce qu'il est plus grand que moi, il est grand, je me dis, mais comment on fait techniquement pour faire sortir d'autres êtres humains de notre corps? En fait, je suis là, mais c'est monstrueux, en fait, c'est trop bizarre. Donc déjà, je suis un peu dans ce truc-là et je le vois et je me dis, ça, c'est sorti de moi. Mais il me parle et je me dis, mais comment cette personne sortir de moi? Donc déjà, je n'écoute pas du tout. Et de deux, c'est vrai que, et ça je le dis très honnêtement, on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Et donc, je n'aime pas ma mère, je n'aime pas mon fils, je n'aime pas mon compagnon. À ce moment-là, tous ces mondes-là, ils sont des étrangers. Et donc, je n'ai aucun sentiment à leur égard. Donc pour mon fils, c'est d'autant plus compliqué puisque je l'ai eu assez jeune, vers 17-18 ans. On a grandi ensemble. De ce qu'il me dit, on est très proches, pas fusionnels, mais on est quand même très proches. Et on a une relation mère-fils, un peu particulière et dans lequel lui, il s'est construit. Kerian, mon fils, il est très fier de sa maman. Parce que je suis une maman jeune, parce que je suis une maman ci, parce que voilà, je l'ai emmené faire plein de choses. Et il est très, comme son père est très peu présent, donc je suis son seul référent parental. Et donc, c'est vrai que pour lui,
très vite, il me dit, moi, si je ne suis pas ton fils, je suis rien. Et moi, c'est un poids qui va être très lourd à porter parce que dans les premiers temps, pour moi, je ne le considère pas comme mon fils. Et ça, je lui dis, parce que je dis les choses telles que je le ressens à ce moment-là, sans penser que ça peut faire du mal. Il le sait que ce n'est pas de ma faute, mais pour autant, je suis quand même la personne qui un peu le fait souffrir. Et pour lui, c'est très, très, très dur. Les premiers moments, il n'a plus envie même de vivre, parce qu'il dit, si je suis dans ton regard, je ne suis plus rien. Quelle est mon identité? Il est dans une phase en plus de sa vie où, comme beaucoup de jeunes, malheureusement, je crois comprendre, il se cherche, il n'a pas forcément, il n'est pas une certaine stabilité dans sa vie. Le seul élément vraiment stable, c'était moi, et cet élément-là n'existe plus, en tout cas tel qu'il l'a connu. Et donc pour lui, ça va être très compliqué, il va être dans des phases de grande dépression, de devoir, du coup, il vivait en coloc, il retourne vivre chez ma mère, pour pouvoir qu'elle puisse entre guillemets, le surveiller, prendre soin de lui, parce que lui, il ne veut pas dire qu'il n'a plus de mère, mais à ce moment-là, c'est un peu ce qu'il ressent. Après, mon fils, en fait, la personne aussi qui est la plus impactée et que je vois directement à l'hôpital, c'est mon compagnon, qui, comme je le disais, a fait le lien, a dû gérer tous les premiers moments d'urgence. Et puis quand je sors de l'hôpital, moi je retourne dans mon appartement, à l'époque dans le 14e à Paris, et on se rend compte très vite que je ne peux pas vivre seule, puisque je serais un danger pour moi et pour les autres. Et encore une fois, moi à l'hôpital, j'y ai passé, en fait c'est l'endroit pour moi où je suis née, c'était un peu, même si c'était ma seule maison, entre guillemets. Donc je prends quelques affaires, quelques vêtements, et je vais, entre guillemets, m'installer chez Julien, mon compagnon, qui est de compagnon de nom, mais en fait qui n'est pour moi absolument rien d'autre que Julien. Puisque, pareil, quand on m'explique, on me dit que c'est mon mari à l'hôpital, votre mari va venir vous voir, un mari, je ne sais pas ce que c'est, tout comme un enfant, tout ce qui est de l'ordre de la sphère, de toute façon, des proches, des amis, tous ces mots-là ne veulent rien dire. C'est même pas que je ne sais pas qui ils sont, c'est que même le mot, je n'ai plus la signification de ce que veut dire le lien. Donc il me dit, bon, on est à des amoureux. Bon, amoureux, ça me dit rien, moi, juste qu'on me foute la paix. Et en fait, dans les premiers jours, c'est lui qui va être mon aidant, mon infirmier, mon parent, beaucoup, parce que c'est surtout ça que j'ai besoin, en fait, à ce moment-là. Et lui va avoir par automatisme des gestes d'affection, des gestes de tendresse à mon égard. Et moi, c'est un peu, pardon, qui vous êtes quoi? Mais je n'ai jamais été touchée par quelqu'un, à part pour une prise de sang ou des médocs. Mais donc, j'ai pas le rapport à mon corps, pour moi, il n'existe quasiment pas. Et je n'ai pas la notion de ce que le corps, effectivement, de ce que ça veut lier avec une maternité, avec ce que ça peut correspondre en tant que femme, enfin en tant que mère, pardon. Donc, je n'ai pas la notion de ce que mon corps peut être représenté en tant que mère, et encore moins en tant que femme, puisque je n'ai aucune idée des relations amoureuses, des relations sexuelles. Pour moi, ça n'existe même pas dans mon périmètre. C'est des choses que je n'ai jamais entendu parler, et je ne sais pas forcément que ça régit les comportements entre les êtres humains. Donc, lui, quand il va avoir un geste, moi, je suis surprise, parce que je ne le connais pas si bien que ça, quand même. Et en fait, lui, il va sous-estimer, parce qu'encore une fois, il n'a pas été préparé, c'est beaucoup de maladresse, il a vraiment essayé de faire le mieux qu'il a pu. L'abîme dans lequel je me trouvais. Donc, c'est des trucs, ah oui, ça tu sais pas. Ah oui, mais tu te rappelles, et ça c'est des tics de langage, mais même encore maintenant, certains le font, et qui moi m'agacent. Mais je sais pas si tu te rappelles. Non, je sais pas, non, je me rappelle pas. Donc moi à ce moment-là, j'ai aucune idée qu'il peut être autre chose que cette espèce de référent. Et quand au bout de quelques mois, effectivement, il retente des approches sexuelles, très clairement, moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je me laisse un peu faire parce que je suis dans une incompréhension et malheureusement, je sais que la comparaison ne sera pas malheureuse, mais c'est un peu comme un enfant. On sent qu'on n'a pas envie, mais on n'a pas forcément les moyens de dire non. Et puis je suis un peu dans une situation d'extrême dépendance. Et même si ce n'est pas fait comme ça, moi je ne me sens pas en capacité. Et c'est un désastre parce que je n'y suis pas du tout préparée, que lui n'a pas non plus du tout la notion de que je ne sais plus ce que c'est. Et effectivement, Jus me dit que ça se passe comme ça. De la même façon qu'il me dit, quand on s'assoit pour manger, on ne mange pas de pain au début du repas, ça coupe l'appétit, je fais ce qu'il me dit. Et bien sûr, comme il voit que je n'y prends aucun plaisir et que pour moi c'est compliqué, il essaie de ne pas être heurtant, mais il pense que ça va venir à force, que ça va revenir. Donc, et c'est que moi, il y a un moment, je dis, je ne peux plus parce que physiquement, ça m'est
insupportable et que je dis, mais j'ai tellement de choses à réapprendre. Ma vie est tellement un abîme que je n'ai pas envie d'aller me prendre la tête sur un sujet qui, moi, à ce moment-là, ne m'intéresse pas. Par contre, c'est vrai que il y a à peu près un an, ça, effectivement, le temps passe vite. Donc, au bout d'un an et demi, 2 ans, ça commence à devenir problématique. Beaucoup de gens m'en ont quand même parlé. Alors, et le sexe, en est où, machin. Donc moi, du coup, je me suis documentée sur la sexualité de façon un peu scolaire, un peu scientifique, pour essayer de comprendre simplement la sexualité. Alors vraiment, comment on fait des bébés, comment se passe le rapport humain, la notion du désir, en regardant des documentaires, en lisant aussi des ouvrages spécialisés, parce que j'étais curieuse de comprendre le mécanisme qui ne se passait pas chez moi. Mais j'étais pas très curieuse de l'acte en lui-même. C'est devenu par la suite. Et puis après, effectivement, les gens m'ont dit « Ah, mais tu verras, c'est tellement bien quand tu prends ton pied, c'est génial, oh là là, tu vas redécouvrir un truc, c'est tout un monde qui va s'ouvrir devant toi. » Pour le moment, les portes de ce monde-là ne sont pas vraiment ouvertes, clairement. Mais j'essaie de comprendre parce que je me dis, lui, il avait aussi des besoins qui moi, n'étaient absolument pas les miens. Et donc, de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, j'ai l'idée très théorique, très physiologique, très sur le plan chimique de comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui encore, plus de 3 ans après, chez moi, ça reste quelque chose qui n'est pas du tout automatique, qui n'est pas inné. Et je n'ai pas tellement plus de libido qu'il y a 3 ans. Moi, j'ai un peu cette expérience vivante d'une enfant dans un corps d'adulte, mais qui expérimente, sans qu'elle ait effectivement de codification sociétale, comment être une femme, comment vivre sa sexualité. Et puis la question s'y se pose, quelque temps, pas tout de suite évidemment, mais pourquoi ma sexualité serait forcément que hétérosexuelle? Elle pourrait être tout autre. Enfin, moi, je n'aurai absolument pas le sentiment amoureux. Je n'ai pas cette conception de dire un homme, une femme, un homme. Enfin, pour moi dans mon éveil, assez vite, dans les premières personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai vu des gens qui étaient amoureux d'hommes, des femmes. Donc, pour moi, ça existe, enfin, pour moi, depuis toujours, dans mon référentiel. Donc, je n'ai pas la notion, en plus, sociétale, de dire, ah, c'est mal, les gays, les lesbiennes. Pour moi, il n'y a pas de norme. Enfin, on aime qui on aime, il n'y a pas de question à se poser. Donc, même ça, de me dire, ah, bah, tu aimais cette chose-là de cette façon avant, mais ça, c'était avant. Et ce avant-là, moi, je n'y ai pas de prise. Donc, ça rajoute une complexité en plus à la relation qu'on peut avoir que lui et moi. Après, on a la chance d'avoir un lien qui est extrêmement fort, même si moi, au début, je n'étais absolument pas en couple avec lui. En tout cas, je ne me suis pas construite comme telle la première année, clairement. C'est qu'au bout d'un an, un peu plus d'un an et demi, qu'on a décidé de vivre ensemble. Quand moi, je suis partie, j'ai quitté Paris au bout de 6 mois, parce que vivre à Paris, ça m'était insupportable. Je le dis souvent, mais c'est vraiment ça, je vivais dans la vie d'une autre, et notamment pour moi d'une morte. Donc, c'était pas possible de vivre cette vie-là, d'être dans les traces d'une personne défunte qui colorait tout, et elle faisait pas comme ça, et elle était tellement comme ci, et j'essayais d'être celle qu'on voulait que je sois d'avant, mais j'y arrivais pas. Ça devenait encore une fois schizophrénique. Donc, une des façons de m'en sortir et de sauver ma peau, c'était de partir, de mettre de la distance. Donc, je suis partie m'installer à Marseille, dans le sud. On a décidé avec Julien qu'il me rejoigne au bout de 6-7 mois. Parce que pour lui, c'était compliqué de vivre sans moi. Parce que lui a continué à m'aimer, même s'il m'aime différemment aussi. Parce que c'est vrai que la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'on est toujours amoureux, est-ce qu'on est retombé amoureux? La question pour retomber amoureux, c'est plutôt à Julien qu'il faut la poser. Parce que lui, il a connu une Jaëlle qui n'existe plus vraiment, qui a quand même un peu les contours de l'ancienne, parce que il y a quand même des choses qui me sont restées de façon inconsciente. Donc lui, il a dû tomber amoureux d'une façon différente. Moi, je ne suis pas retombée amoureuse, puisque je n'ai jamais été amoureuse de Julien, à ma connaissance, en tout cas. Et donc, je suis tombée amoureuse de lui avec le temps. Il y a eu beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Et à un moment donné, je ne savais plus. Et c'est la question aussi des fois que je me suis posée, mais qu'on m'a posée, de me dire à quel moment, en fait, tu restes parce que tu es habituée, parce que tu lui dois beaucoup, parce que c'est lui et que je connais que lui. Et c'est vrai. Quelque part, je connais que Julien, je ne sais pas ce que c'est une vie sans lui, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un référentiel où il ne fait pas partie de mon paysage. L'amour conditionne tellement les êtres humains que nous sommes que moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été aimée, en tout cas depuis les premiers jours à l'hôpital. Donc comment aimer un autre quand on me dit « mais il t'aime, est-ce que tu ne vois pas qu'il t'aime ?» Sauf que moi, ce qu'il fait, je ne connais que ce qu'il fait. Donc c'est comme un parent, on va dire ton parent il fait ça, mais en même temps, nos parents, ils font ça depuis toujours, donc on ne se rend pas forcément compte
de ce que ça peut être. Donc c'est un processus qui prend énormément de temps et ça ne peut pas, même si les gens aimeraient qu'en 6 mois, aïe, tout est revenu. C'est pas vrai, en tout cas pas avec une amnésie comme la mienne. Maintenant, au bout de 3 ans, je sais la valeur de la relation que j'ai avec lui. J'aime pas son humour, il me fait pas rire, mais il est génial sur d'autres choses. Je préfère ma vie avec lui que sans, clairement. Son bonheur à lui est tout aussi important que le mien. Donc moi, je pense que ça s'appelle l'amour quand même si c'est pas quelque chose qui est peut-être très imagé, les papillons dans le ventre. Mais aujourd'hui, je donnerais ma vie pour Julien. Donc pour moi, c'est la meilleure. Quand je me pose la question à moi-même, pour moi, c'est la meilleure des réponses. Ce qui est important aussi de dire, et ça me tient à cœur, c'est que dans tout ce processus-là, que ce soit mes proches ou moi-même, on n'a pas du tout été accompagnés. Soit de la sortie de l'hôpital où effectivement on n'a même pas donné le même numéro d'assistance sociale ou d'une cellule psychologique pour moi, pour mon fils, ou pour se dire en cas de problème, quoi faire les premiers jours, on est parti avec rien. Et c'est vrai qu'on ne va pas nous dire au bout de 3 semaines, ça ne va pas, recontactez-nous. Le médecin n'a pas pris de mes nouvelles. Celui qui m'avait opéré, comme c'était un week-end, il n'est même pas revenu. Il a été informé par l'interne de garde de la situation. Et en fait, c'est mon entourage, à ce moment-là, Julien et une partie de ma famille, qui a commencé même à s'énerver en disant on ne peut pas laisser quelqu'un en situation de détresse, de danger tel que dans lequel je me trouvais. Et on n'a pas du tout été accompagnés, ni sur le plan médical, ni sur le plan psychologique. Il a fallu qu'au hasard de mes rencontres, voilà, la petite histoire, moi j'avais une pharmacienne où j'habitais dans le 14e qui me connaissait bien du fait de mes problèmes de santé que j'avais par ailleurs, qui m'a vue et qui a bien vu qu'il se passait quelque chose que je ne la reconnaissais pas déjà, et qui m'a vue. Moi, très spontanément, je lui raconte ce qui m'est arrivé, que j'ai perdu la mémoire, que je souffre d'amnésie rétrograde. Et elle m'oriente en fait par connaissance vers une orthophoniste qui est neuropsy, dans le même hôpital que dans lequel j'étais opérée. Et en fait, je vais être prise en charge à ce moment-là, à peu près 3 mois et demi après, dans un hôpital de jour, dans une service de rééducation pluridisciplinaire, où je vais faire de l'ergothérapie, de l'orthophonie, donc pour apprendre le sens des mots, pour apprendre aussi les mots, parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'avais oubliés, et puis de l'ergothérapie aussi pour me apprendre à me servir des choses, des objets du quotidien, donc ça peut être un ordinateur, faire des courses, des ustensiles de cuisine, la différence entre des ustensiles et des outils, par exemple. Je ne savais pas que c'était différent, un marteau, un briquet, me servir d'une douche, d'une passoire, tout ça pour m'autonomiser, m'apprendre à faire une recette. C'est une recette de gâteau. C'était mon premier gâteau au chocolat, je l'ai fait à l'hôpital. Donc des choses qui peuvent paraître très banales, mais qui prenaient la mesure de l'étendue dans lequel j'étais livrée à moi-même. Et ici, sur le plan cognitif, donc c'était la 3e partie, de tout ce qui pouvait être endommagé du fait de l'amnésie. Mais ça, c'est intervenu par la suite, sur le plan, on va dire, fonctionnel. Et puis après, il y avait aussi sur le plan du travail, puisque moi j'avais une profession, je travaille en théorie depuis un certain nombre d'années. Il a fallu que je comprenne le concept du travail. Donc, j'ai été mis en longue maladie, donc en ALD au niveau de la sécurité sociale. J'étais déjà en situation de handicap du fait de ma pathologie neuro. Donc j'étais déjà salarié en situation de handicap. Mais il a fallu rajouter, on va dire, cet handicap-là supplémentaire. Et comment, à un moment donné, dans une entreprise, on intègre une salariée, ou pas d'ailleurs, qui a perdu la mémoire, qui ne se rappelle plus de rien, qui ne se rappelle... Et pour le coup, moi, je ne me rappelle pas de mon travail non plus. Donc j'ai dû, entre guillemets, réapprendre en grande partie seule. Alors, quand j'irai apprendre, on m'a dit que je serais dans la communication. Donc, dès que j'ai pu me servir de Google, on dit souvent cette expression que pour moi prend tout son sens, Google est mon ami. Google a même été mon meilleur ami, exactement, pour savoir comment faire. Et en fait, il y a des tutos de tout. Et c'est en ça que des fois, je me dis, bon, j'ai quand même eu, alors j'aime pas dire le mot chance, parce que ça n'est pas une chance, mais en tout cas, meilleure fortune d'avoir perdu la mémoire à notre époque. Pour ça, en tout cas, parce que j'ai pu, grâce aux tutos sur YouTube, apprendre la communication, les skills de communication, qu'est-ce qu'étaient les stratégies de communication, essayer de me reformer aussi sur tout ce qui était Skype, Outlook, qu'est-ce qu'une boîte mail, recevoir des mails, envoyer des mails. C'est des choses que j'ai fait toute seule, en regardant des tutos et en m'entraînant à la maison. Et puis après, il a fallu effectivement réintégrer le travail au bout de plusieurs longs mois. Et ça a été compliqué. Aujourd'hui, je suis en invalidité.
depuis. Maintenant, j'ai été mise en invalidité, donc je ne travaille pas à temps plein. Mais j'ai dû reprendre une activité et ça a été compliqué aussi pour l'employeur parce qu'il n'y a pas de dispositif qui existe pour les personnes qui ont perdu la mémoire. Mon cas est extrêmement rare et je le dis sans aucune fierté, mais tant mieux, mais c'est une réalité et notamment avec une perte de mémoire aussi importante. Certes, les pertes de mémoire existent, des pertes de mémoire des fois aussi traumatiques, il y a différents types de pertes de mémoire, c'est des traumas crâniens, mais dans mon cas, perdre 40 ans de vie, c'est-à-dire que je ne peux m'appuyer sur rien, je n'ai même pas le souvenir de comment c'était un peu avant, ou une perte de mémoire qui est partielle, même si j'ai bien expliqué qu'il y a des choses qui m'étaient restées sur du plan de certains process, mais pour autant sur la mémoire consciente, la mémoire du quotidien, j'ai plus rien. Donc c'est compliqué pour moi de pouvoir voilà, évoluer, travailler. Il n'y a pas de dispositif non plus qui est pris pour le permis, par exemple. Typiquement, aujourd'hui j'ai mon permis, je ne conduis pas, mais j'ai mon permis. Ça m'a pas été... voilà, personne ne s'est posé la question de se dire est-ce que je prends une voiture et je peux être un danger. Et surtout quand on ne comprend pas quelque chose, j'ai l'impression quand même que c'est propre un peu à la France, à l'État français, on va juger, on va tout de suite traiter de... Tout ce qu'on ne connaît pas, c'est mis dans quelque chose qui est un peu nébuleux, un peu flou, et voire mis un peu de côté. Et c'est pas parce que j'ai rencontré des parents qui ont des enfants qui ont des maladies aussi, qui se retrouvent dans un désert médical, dans une errance médicale, même si leur histoire n'est pas la même que la mienne, où on se retrouve dans ce côté où on est démuni à chercher des réponses, à taper à des portes où on ne nous répond pas, parce qu'on ne sait pas. C'est OK de dire qu'on ne sait pas. Évidemment, d'autres êtres humains, même s'ils ont fait des études, restent d'êtres humains, ils ne peuvent pas tout comprendre. Mais il faut aussi le dire, il faut aussi être pris en charge et être accompagné. Parce que moi, j'ai été accompagnée de personnes. Sur le plan psychologique, j'ai eu aucun psychiatre. Donc j'arrive, je raconte mon histoire. Je pense qu'il y a un moment de scepticisme. On dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte? D'où est-ce qu'elle sort? Et effectivement, quand on ne comprend pas de quoi souffre l'autre, le mal-être de l'autre, on a tendance à le mettre à distance et même à l'ignorer. Et c'est important de dire que on existe. C'est pas parce qu'on souffre et qu'on a quelque chose qui change notre rapport à la vie et aux autres qu'on n'en est pas moins important et que ce qu'on vit est une réalité. Parce que ce n'est pas une réalité qui est partagée par le plus grand nombre, et c'est vraiment le cas des maladies rares ou orphelines, même s'il n'y en a qu'un ou deux qui souffrent, sa souffrance, elle existe. Et ce n'est pas le nombre qui donne pour moi la légitimité à la souffrance, c'est ce qu'on ressent soi. Et c'est vrai que dans tout ce parcours-là au niveau médical, je me suis souvent sentie ignorée, invisibilisée et à défaut d'être comprise. Jaël, aujourd'hui, c'est compliqué de dire ça parce que déjà, quand je dis mon prénom, que je trouvais très joli, donc j'ai préféré garder, j'aurais pu faire le choix de le changer. Un dispositif qui peut se permettre de changer de prénom officiellement. J'ai fait le choix de le garder parce que je voulais quand même garder cette connexion avec celle que j'étais. Et même si je n'ai pas l'impression qu'elle et moi, pour le moment, on est une même personne, j'ai quand même beaucoup de tendresse pour celle d'avant, parce que j'ai quand même conscience que c'est une partie d'elle qui fait que je suis aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai eu besoin de la mettre à distance aussi pour former ma propre personnalité, pour me créer ma propre identité, qui est, comme je disais, un peu quand même de l'ancienne, de ce que disent mes proches, mon fils ou mon compagnon, des choses qui me sont restées. Par exemple, je suis très maniaque, j'étais très maniaque avant, je suis restée maniaque. Alors grand désespoir, je suis encore très maniaque, mais c'est plutôt sur la façon d'appréhender le monde, sur mon regard sur les choses qui a changé. Mes goûts bien aussi ont changé. Ça, c'est le cas avec beaucoup de gens qui souffrent en tout cas d'amnésie, qu'elle soit partielle ou totale comme la mienne. Je pense que le rapport à moi-même est compliqué. Alors je sais qu'on est tous très jugeants avec soi-même. La nature humaine est mal faite pour ça. Mais j'ai encore beaucoup de mal à m'approprier mon image, mon apparence. Ça reste quelque chose... On dit souvent, des fois, pour s'aimer, c'est le chemin d'une vie. Moi, la mienne, elle a que 3 ans. Donc, voilà, on n'y est pas. Et puis, je pense que voilà, on s'accepte aussi au fur et à mesure où on grandit, ou pas d'ailleurs, mais quand on s'habitue à son reflet, on ne se rend pas compte qu'en fait, quand on est petit, on se regarde, voilà, on regarde dans le miroir, on joue dans le bain. Enfin, il y a tout un éveil qui est fait, qui est plutôt bien fait, je pense, de la nature, que moi, je n'ai pas eu. En fait, ça a été confronté à une tête d'adulte avec une connaissance qui n'était pas adaptée. Et ça reste encore très compliqué pour moi d'associer, et aujourd'hui encore plus, mon âge, mon histoire, mon vécu à moi, le vécu mnésique et le corps que j'ai aujourd'hui. Ça reste très compliqué. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui, de ce qu'on me dit par rapport à moi, qui est sans filtre,
qui est assez, qui a une forme de rapport aux choses un peu enfantine. Et je le prends avec quelque chose de positif parce qu'on dit souvent qu'il faut garder son âme d'enfant. C'est très compliqué de la garder, et même pour moi, à 3 ans et demi, c'est compliqué de la garder. Mais pour autant, moi j'ai envie d'être quelqu'un qui... En fait, j'ai envie de me foutre un peu la paix. Alors, c'est pas, j'en suis sur le chemin, c'est pas encore du tout le cas, donc je prône des choses que j'essaie de mettre en pratique très humblement, mais et de me dire, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire? Aujourd'hui, tu as envie de faire ça, tu as envie de rien faire, tu as envie de scroller 1 heure sur TikTok, tu as envie de faire 4 trends et que tu vas recommencer 4 fois ta Corée, bah, tu le fais. Et si demain, j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. En fait, j'aimerais pouvoir être que ce soit OK. Ce qui est plus difficile, c'est que ça n'est pas OK pour les gens. C'est le regard des gens qui va dire, oh, bah là, mais tu n'as pas passé 2 heures à faire ça, oh, bah, tu vas pas aller manger tel truc, oh, bah, tu as déjà mangé là hier. Et en fait, je ne comprends pas, moi, pourquoi on ne se fout pas assez la paix à soi-même et aux autres. En fait, on est tellement des fois occupés à regarder comment font les autres. Alors bien sûr, on peut avoir un avis, on est des êtres sociables et sociaux, donc on regarde ce qui nous entoure. Mais pour autant, comme je dis souvent, pourquoi se préoccuper autant du regard des autres? Moi, j'ai encore, et j'essaie de le garder, c'est pas forcément évident, je suis très peu perméable au regard des gens. Si j'ai envie de danser, gesticuler dans la rue, si j'ai envie de faire un truc qui me fait plaisir, j'ai tendance à le faire assez spontanément. Alors que peut-être que j'aurais été plus, bah voilà, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais en fait, est-ce que c'est si important ce qu'on pensera de moi? Est-ce que c'est ce qu'on me mettra dans ma tombe quand je ne serai plus là? Et puis je me dis aussi souvent, quand on a perdu 40 ans de vie, parce que c'est vraiment ça, moi, l'amnésie, c'est vraiment 40 ans de vie. On a tendance à réduire l'amnésie aux souvenirs, parce qu'effectivement, c'est ça, l'amnésie, c'est la perte de souvenirs, conscients ou inconscients. Mais moi, j'ai aucun souvenir de ce que c'était voilà, d'avoir été enceinte. Les pas de mon fils, je ne les reverrai jamais. Mon mariage avec mon premier mari, je ne le saurai pas. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir été à l'école, d'avoir des copains, de refaire le monde à la terrasse d'un café. Alors je peux le faire, mais différemment. Toutes ces premières fois-là, ma première relation sexuelle, mon premier bisou, tout ça, je ne le saurais pas. Mon père est décédé, je ne le connaîtrai jamais, comme à beaucoup de gens. Mais en fait, moi, toutes ces premières fois-là, elles n'existent plus. Toutes les premières fois classiques. Mais par contre, j'ai l'opportunité d'en revivre plein des premières fois. Sauf que dans le regard des gens, j'ai plus de 40 ans, j'ai 44 ans, et qu'à 44 ans, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Et ben moi, j'emmerde en fait les gens qui se font, ça ne se fait pas. Et je me dis, à partir du moment où je ne fais pas de mal aux gens, pourquoi ça devrait, et pourquoi ça gêne en fait les autres? Si on n'aime pas les pâtes, mais que quelqu'un en mange à côté, pourquoi ça devrait nous embêter d'en manger? Donc si la personne en face, elle veut être avec un homme, avec une femme, elle veut se dire qu'elle est ci ou qu'elle est ça, ou elle veut aimer quelque chose d'autre, ou mettre ses cheveux en bleu, ou dans la rue, si ça vous dérange pas, enfin pourquoi ça vous dérange en fait? C'est pourquoi l'autre, au lieu d'être une source de choses positives et forcément de choses négatives. Alors, il y a des gens qui se posent des questions sur comment vivre avec l'autre, comment vivre avec soi-même. Mais moi, j'ai l'opportunité d'avoir été déconstruite avec cette amnésie. Encore une fois, je ne dis pas une chance, parce que ça ne restera jamais une chance qui m'est arrivée, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose. Et il fallait que je le transforme en quelque chose de positif. Et prendre la parole dans les médias, c'en est une. C'est aussi de témoigner de ma réalité, de quelque chose d'extraordinaire qui arrivait à quelqu'un de très ordinaire, somme toute. Mais comment on survit à quand on vous retire tout ce qui fait que vous êtes un être humain, vos sentiments, vos vécus, vos ressentis, votre histoire, votre passé, votre famille, vous-même, mon jardin secret, celui d'avant, celui que je disais peut-être à personne, tout ça c'est perdu. Et c'est très compliqué. Et je ne sais pas si un jour j'arriverai complètement à ce que ce soit à côté de moi. Je ne pourrais pas vous dire, ah, l'amnésie, c'est du passé, j'en ai fait quelque chose. Mais par contre, je veux que ça me serve aujourd'hui à quelque chose et que ça peut servir aussi à des gens qui, évidemment, ne vivront très rarement ma situation. On est tous confrontés à des moments où on a l'impression qu'on ne vaut rien, qu'on n'est plus rien. Et moi, vraiment, les premiers jours à l'hôpital, les premiers jours chez moi, je me sentais être rien. J'avais rien dans la tête, rien dans le crâne, je n'avais rien pour les autres. Quand on n'a plus rien dans le regard, dans le cœur, quand on n'aime plus personne, on n'aime plus manger, on n'aime rien, qu'est-ce qui vous donne une valeur en fait? Et la valeur, c'est celle que j'ai trouvée à l'intérieur de moi. Et ce n'est pas des jolies phrases sur Insta, mais c'est vraiment parce qu'on est vraiment capable de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est dans ça qu'on puise la force. Et c'est comme en le partageant avec les autres qu'on se rend compte que cette solitude-là qu'on ressent, on ne l'est pas vraiment. Et c'est en faisant des rencontres et en essayant d'être le mieux possible avec soi
Si déjà j'y arrive, ce serait pas mal, parce qu'il me reste que, allez, 25 bonnes années à tirer. Donc là, j'ai pas de temps à perdre en fait. J'ai pas de temps à perdre en me disant mais qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce que... enfin, on ne va pas m'enterrer dans ma tombe avec des épitaphes et les regrets des autres. Donc je veux avoir les miens, parce que j'en aurai fatalement, je ne ferai pas tout, mais je veux pouvoir à la fin de mon court chemin qui me reste, me dire putain, t'as bien fait, t'as géré.